Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, on s'attaque à l'évaluation de vos besoins électriques pour votre projet d'autonomie. Pour attaquer l'évaluation des besoins, j'ai pris cette feuille et un stylo. Moi, j'ai plus de papier. Du coup, je vais essayer de m'en sortir avec mon smartphone. Mais tu fais quoi avec ça? Bah, j'ai pas d'imprimante. Bon, allez, on attaque. Moi, faut que j'y aille. Eh, mais les gars, je fais quoi, moi? Bon, puisque c'est ça, je m'en vais. Tu peux pas, t'es en confinement. Et... J'espère que cette petite intro qui se voulait humoristique ne gâchera pas votre journée. Et on va pouvoir attaquer enfin la vidéo sur l'utilisation du tableur consommation d'énergie en vue du bon dimensionnement de votre installation autonome. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à voir ou à revoir les deux vidéos précédentes à propos de pourquoi bien dimensionner son installation et les préambules de connaissances en électricité par rapport à la consommation des appareils. Je vous mets les liens en fiche et en description sous la vidéo. Je fais un petit rappel très rapide par rapport à la consommation des appareils. Donc j'avais pris en exemple cette ampoule économie d'énergie où on se rend compte qu'elle consomme à peu près 50% d'électricité en plus par rapport à la puissance restituée. J'ai regardé également, parce que bon, souvent les ampoules comme ça, on peut dire bon, c'est pas un très bon rendement lumineux. En fait, c'est la même chose pour des ampoules LED de ce type-là. La consommation est à peu près 2 fois supérieure. La chose qui change entre les types d'ampoules, c'est la puissance de lumière qui est envoyée par rapport à la consommation d'électricité. Et également, donc par rapport à vos appareils que vous avez chez vous, donc je parlais des testeurs de... toujours aussi amusant le fond vert. Je parlais des testeurs d'appareils que vous branchez dans vos prises et pour chaque appareil, faire des mesures d'environ 1 semaine pour avoir une bonne moyenne. Certains diront que je vais ragoter un petit peu, mais voilà, c'est important. Je vais insister et j'insisterai systématiquement sur ce point. Pour moi, le cœur d'un projet, ou en tout cas le cœur du bon dimensionnement d'une installation, ce sont vos besoins électriques. Et quand je dis vos besoins électriques, ça veut dire que c'est vous. Évidemment, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte dans une installation, on va le voir après. Mais pour un bon dimensionnement, c'est d'abord les besoins électriques et d'abord vous. L'intérêt, comme je l'expliquais dans pourquoi faire un bon dimensionnement, c'est aussi d'être satisfait. Parce que si on fait une installation qui ne correspond pas à vous, vous serez insatisfait ou ce sera plus compliqué à utiliser ou plus compliqué à expliquer à d'autres. Donc voilà, l'important, dans mon cas, si vous venez me voir et vous me demandez qu'est-ce que je dois prendre en compte en premier, ce sera toujours vos besoins électriques. Et quand je dis vos besoins, ça peut être le besoin d'un projet nécessitant de l'électricité. C'est très important. Ensuite, le deuxième point qui va être important, c'est l'environnement. Donc l'environnement par rapport à vous, par rapport à votre projet. Donc en premier lieu, le climat, l'urbanisme, le voisinage, le bâti, enfin les choses extérieures qui vont permettre l'installation et l'utilisation de votre projet d'autonomie. Donc voilà, l'ensemble, c'est par cet ensemble-là, mais pour ma part en premier par rapport à vos besoins électriques qu'on pourra dimensionner. Par rapport à votre besoin, et donc en priorité pour cette fois-là, votre environnement, on va pouvoir déterminer la production. Donc la production, le type de production, donc les plus simples et les plus connus, ce sont les modules photovoltaïques. Ensuite, il y a l'éolienne qui là nécessite un environnement particulier. Le soleil, il y en a à peu près de manière égale sur la Terre, même s'il y a des différences, mais globalement c'est tous les jours. L'éolien, il y a vraiment des particularités. J'ai mis groupe à carburant, donc c'est pas forcément groupe diesel ou essence, ça peut aussi être un moteur Stirling qu'on fait chauffer avec des bûches de bois, turbine hydraulique, pour ceux qui ont la chance d'avoir une rivière ou une source ou quelque chose du même style. Pile à combustible, bon là c'est plus si vous avez besoin d'alimenter une base lunaire et autres. Voilà, j'ai mis autres parce que par exemple ça peut être faire pédaler les enfants s'ils veulent regarder les dessins animés. Ensuite, grâce alors vos besoins, les moyens de production liés à l'environnement,
C'est ça qui va permettre de déterminer le stockage. Alors le stockage, le plus simple et le sujet le plus abordé sur cette chaîne, c'est la production d'électricité pour la lumière, la télé, le chauffage. Mais l'idée du stockage ici, par exemple, donc si effectivement on parle d'éclairage, on va parler de capacité de batterie, donc volume de batterie ou quantité de batterie, type de batterie, donc plomb ou lithium-ion, les deux principales on va dire en autonomie, et la durée d'usage, c'est-à-dire par exemple si on a un peu plus de budget, on mettra des batteries qui peuvent durer plus longtemps, sous réserve que ce soit pertinent par rapport à un projet qui serait de petite dimension. Mais ce stockage, c'est pas forcément des batteries. Par exemple, pour ceux qui ont un moulin ou qui ont acheté un moulin, pour lequel il y a un barrage qui servait pour la minoterie par exemple, donc faire de la farine, ou pour des scieries, votre volume de stockage, c'est votre eau, c'est pas des batteries. Et ce stockage d'eau, ça peut servir à produire de l'électricité de manière directe et de manière toujours aussi directe, aller vers des résistances électriques et faire votre moyen de chauffage. Donc votre stockage, votre capacité, ce sera le volume d'eau du barrage, enfin de la retenue d'eau. Le type, ça sera de l'eau. Et la durée d'usage, bon là on est plutôt sur 2-3 siècles, hein, avec un peu d'entretien. Ensuite, donc inhérent à l'ensemble du calcul de vos besoins et de l'environnement, on pourra élaborer le système d'utilisation. Donc l'utilisation, donc si on part sur de l'électricité, ça sera la puissance nécessaire, alors en instantané ou sur une certaine durée. Le type d'appareil, donc là je pense évidemment si on choisit un onduleur simple, un convertisseur, un hybride, enfin voilà ce genre de solution. Et la qualité. Ça peut paraître bête, mais en fonction d'un certain projet ou bon plus souvent du budget, on peut décider de mettre une qualité plus ou moins importante dans cet appareil. Dans certains cas, pour des installations très très petites ou très très modestes, on va mettre un appareil moindre qualité. Mais si on n'en a pas un usage permanent pendant 15 ans, c'est pas forcément grave, ils peuvent très bien faire l'affaire. À l'inverse, si on a des conditions extrêmes, ou si on a besoin d'un niveau de sécurité électrique très important, là il faudra vraiment acheter le bon matériel. Ensuite, donc une fois qu'on a déterminé ces trois bases, l'utilisation et la production seront liées, c'est-à-dire que en fonction du besoin de puissance instantanée, on aura besoin peut-être d'un peu plus de batterie ou pas, et on aura besoin de pouvoir produire d'une certaine manière en fonction d'un besoin instantané. Et le grand absent de ce tableau pour le moment, c'est le budget. Alors, je vais être clair sur un truc, si vous venez me voir en tant qu'artisan, en tant qu'entreprise, ou enfin, je dis vous, mais voilà, une personne qui vient me voir en tant que professionnel, la question du budget, c'est une question que je poserai rapidement. Pas pour dimensionner voilà, une personne à 100 000 euros, on va lui faire un système à 100 000 euros. C'est pas du tout l'idée. C'est même bien souvent l'inverse. C'est plutôt de, je vais pas dire casser les rêves, mais des fois il y a des gens qui veulent consommer 10, 12, 15 kWh par jour avec, parce qu'ils ont évalué leurs besoins. Sauf qu'ils ont un budget de 5 000 euros. Donc on va être clair. 5 000 euros, 15 kWh par jour, en autonomie pure et avec du matériel de qualité, ça marche pas. Donc c'est pour ça que la notion de budget, j'en parle rapidement quand on vient me voir en tant que professionnel. Par contre, pour moi, le budget, c'est presque le dernier élément à prendre en compte pour l'évaluation des besoins. Il faut vraiment penser à vous. Évidemment, une fois que tout le système est intégré, tout le système est dimensionné, on s'occupera du budget. En fonction des besoins, ça passe pas. Mais disons que si le budget est en dernier, les valeurs d'ajustement, c'est-à-dire, mettons, vous avez un projet, vous voulez consommer, je sais pas, je vais dire simple, 10 kWh par jour, il faut un budget par rapport à votre installation de 50 000 euros. C'est très au pif et c'est bien moins que ça, mais je préfère vous faire peur tout de suite. La valeur les valeurs d'ajustage, ça va être éventuellement le budget. On a un peu plus de sous, un peu moins de sous, on peut gérer en fonction de ça. Si par exemple on a un peu moins de budget, on va dire non, je vais mettre un onduleur un peu moins puissant, ou alors je vais produire un peu moins. Et il y a des choses que l'on peut ajuster facilement qui ont un impact important ou pas, et avec une variation sur le prix. Mais il y a une chose importante, si vous partez en premier du budget, la valeur d'ajustage, ça va être vous. C'est-à-dire, c'est pas votre projet qui va être mis en place, c'est le budget que vous avez
qui va générer un projet. Donc c'est pas grave en soi. Par contre, ça veut dire que derrière, vous aurez une installation qui ne pourra pas vous satisfaire à 100% parce qu'elle n'aura pas été faite en fonction de vous, mais en fonction de votre budget. Donc sur des petites différences de, je sais pas, moi je vais dire 1000 €, on enlève 1 kWh de production par jour, ça n'a pas vraiment de grande importance. Mais si vous avez un budget qui est 4 fois inférieur à ce que vous aviez envie de consommer, ou besoin de consommer, forcément ça va être insatisfaisant. Sachant que par rapport à la production, donc principalement le photovoltaïque, on va dire dans un premier temps, si vous n'avez pas pu mettre suffisamment, ce qui compensera, ça sera la production d'énergie par carburant. Ça veut dire rajouter du carburant tous les jours ou tous les semaines ou tous les mois pour compenser le matériel que vous n'aurez pas pu mettre au départ, dans l'installation de départ. Donc, il y a un moyen de faire des ajustements. L'idée c'est de bien dimensionner et à la limite si vous réduisez votre dimensionnement par rapport à votre budget, si vous l'avez fait en conscience, si je veux dire, hein, c'est pas spirituel ce que je dis, c'est consciemment, on a réduit le budget, on a réduit les besoins, on le sait et on connaît les conséquences qu'il y aura et on fera avec. Et si c'est conscient, si c'est fait volontairement, l'installation elle sera moins puissante ou moins productive que le souhait de départ, mais ça sera pas une contrainte. Ça sera juste un aléa. Mais ça pourra s'améliorer par la suite. Hein. C'est juste point de départ. On a une installation qui est faite en fonction du budget. Mais le dimensionnement de départ, j'insiste sur ce point, je pense qu'il faut le faire en fonction de vous, en fonction de vos besoins. Maintenant qu'on a parlé philosophie, on va pouvoir passer à autre chose. On va s'attaquer à l'évaluation des besoins proprement dit. Là, je vous montre rapidement, c'est le questionnaire que j'envoie à mes clients, aux gens qui me demandent pour des projets en autonomie. Donc dans les précisions que je demande, donc c'est est-ce que c'est seulement les données techniques, donc c'est par rapport aux gens qui ont une idée très très précise, ou s'il faut inclure le maximum d'éléments d'autonomie, donc chauffe-eau solaire, éolienne et compagnie. Voilà, l'idée c'est de toujours anticiper les besoins. Donc le questionnaire de base, donc là je vous le montre, c'est juste pour que vous pourrez le télécharger dans la description. L'idée de ce questionnaire que tout professionnel doit demander à ses clients, et tous les sujets d'ailleurs, hein, c'est pas spécifique à l'autonomie, mais c'est bien de prendre ce genre d'informations en compte. Donc voilà, c'est enfin l'idée de ce questionnaire qui peut faire peur à certaines personnes, hein, les gens m'appellent des fois, c'est de mettre en lumière des éléments auxquels on n'a pas pensé au moment où on s'est dit tiens je vais être autonome et on n'a pas intégré des trucs. Voilà, donc c'est bon le type de bâtiment, la situation géographique. La période d'utilisation du bâtiment, alors pour du secondaire, on va pas avoir la même démarche que pour une maison utilisée toute l'année. Si vous êtes à la campagne, en lotissement en ville, c'est pareil, hein, les installations seront forcément spécifiques. L'utilisation permanente ou périodique, est-ce que si c'est du secondaire, mais vous venez pendant 6 mois dans l'année, ou est-ce que c'est du secondaire et vous venez que le week-end et que l'hiver? Voilà, toutes ces précisions sont importantes dans le dimensionnement. Ensuite, le bâtiment, les pentes, les murs, voilà. L'usage de l'énergie, nombre de personnes qui utilisera, mais ça on va le voir un petit peu plus bas. Ensuite, bon, si on remplace du matériel, installation neuve, voilà. Si on met des panneaux photovoltaïques, si on met une éolienne, voilà. Tous ces questionnements qui des fois font peur aux gens, parce qu'ils disent oh là là c'est super technique. C'est un technique mais sans plus quoi. C'est juste l'idée de se dire bon est-ce que je peux mettre ça en place ou pas. Voilà. Ou est-ce que je le souhaite ou est-ce que je ne le souhaite pas à l'inverse. Voilà. Et si on met un groupe électrogène, essence, diesel, enfin un truc de base. Le truc sur les batteries, alors moi mon questionnaire date un petit peu, hein, ça fait longtemps que je fais ça. Voilà, mais vous voyez, j'avais mis pour des véhicules, bon, mais je mets des batteries souvent 12 volts, et puis pour les maisons, je mets des batteries 2 volts. Technologie batterie, bon, on pourrait rajouter lithium-ion, même si personnellement, je trouve que l'usage en maison autonome n'est pas pertinent. Dans certaines conditions, ça le devient. Mais un jour, je parlerai des batteries. Voilà. Et là ensuite on arrive à l'évaluation des besoins en énergie. Donc là j'ai listé un grand nombre d'éléments que je connais standards. Après il y a certaines personnes qui ont leurs propres appareils qui sont spécifiques. Et tout en bas donc en fait je mets des exemples qui correspondent à des consommations que j'ai mesurées. Notamment voilà l'expérience que j'ai moi c'est avec ce petit compteur d'énergie.
Ça vous donne une idée de la quantité d'énergie que peuvent consommer la plupart des appareils dans une maison. On se retrouve sur la version tableur OpenOffice pour faire les calculs, c'est plus simple. Petite interlude pendant le montage de la vidéo, je me suis aperçu d'un élément que j'ai oublié d'expliquer, qui est pourtant évident. Dans l'utilisation du tableur, quand vous le remplissez, donc en premier vous indiquez l'appareil que vous souhaitez brancher. Et là vous avez 3 colonnes. Il y a une quatrième, mais vous avez 3 colonnes principales. Donc les 2 premières, c'est si vous utilisez la puissance des appareils et le temps d'utilisation. Par exemple, un appareil qui fait 120 watts, que vous avez vu sur la notice, et vous allez l'utiliser 5 heures par jour. Ça va vous donner une quantité d'énergie par 24 heures. Mais l'autre solution, quand on utilise les compteurs d'énergie, qu'on a fait des mesures à la semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois, sur certains appareils, là vous pouvez mettre directement la consommation quotidienne que vous avez mesurée. Par exemple, 90 Wh par jour. Donc soit vous prenez les puissances sur les appareils en intégrant le rendement et vous le mettez là, et ça indiquera la consommation par 24 heures, soit vous utilisez directement la consommation moyennée par 24 heures. L'interlude du monteur est terminé, vous pouvez reprendre le cours normal de votre vidéo. Ici on va partir, je vais vous donner 2 ou 3 exemples d'installations qui peuvent être faites. Donc on va partir en premier sur l'installation type yourte, caravane, camping-car. Donc il y a toujours de l'éclairage. Soit vous partez sur la consommation d'énergie, souvent des LED de nos jours. Donc celle-là et qui éclaire très très bien, c'est ce que j'ai dans ma cuisine, c'est des 4,5 watts, donc avec une consommation réelle d'à peu près 8 watts. On va se faire une moyenne, mettons qu'elles vont être utilisées 6 heures par jour. Alors ça peut paraître beaucoup, 6 heures par jour, et en même temps c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en été on va s'en servir moins, en hiver on va s'en servir plus. Ça aussi on le chiffrera un petit peu plus loin. Donc en général il y a un téléphone à charger. Donc un smartphone de souvenir c'est 15 Wh, c'est très peu d'énergie. Donc là déjà on voit que j'ai fait exprès de mettre le fromage et la consommation ici. Ça permet d'avoir un meilleur visuel, parce que je trouve que remplir des cases et remplir des chiffres c'est bien. Pour moi professionnel qui va recevoir le questionnaire rempli, donc je vais le mettre dans ce tableur là, je vais avoir un visuel, mais je trouve que c'est important que les utilisateurs aient ce visuel. Voilà, ça permet surtout sur certains éléments de consommation de s'apercevoir l'importance qu'ils ont. Donc éclairage, téléphone, souvent un ordinateur portable. Donc là les appareils, la dernière mesure que j'ai fait sur les petits portables, on est sur du 45 watts. Donc là pareil, on va dire un usage de 3 heures par jour. Si c'est l'usage pour regarder un film le soir, voilà, c'est pas forcément un usage professionnel. Là on est vraiment sur l'idée d'équiper une caravane, ou un camping-car parce qu'on va se promener en vacances. Un élément qui va rentrer en ligne de compte très souvent, c'est le réfrigérateur, donc qui lui sera essentiellement utilisé sera souvent utilisé en été et pas en hiver dans les maisons très basse consommation. Donc là on part sur un classe A+, pour moi c'est la base. On se rend compte qu'avoir un frigo ça coûte cher en énergie. Faut savoir que faire du froid ça coûte très cher en énergie. Le rendement pour faire du froid est pas très bon, même s'il y a des systèmes plus ou moins bons. À titre indicatif, si on n'avait pas un réfrigérateur classe A, mais par exemple une glacière, alors souvent je vois des gens qui disent non, je vais mettre une glacière, ça consommera moins. Alors, ayant eu l'expérience personnelle, une glacière 12 volts, c'est 1,2 kWh par jour. C'est énorme pour 20 litres. Donc vraiment, c'est vrai que la glacière coûtera moins cher qu'un réfrigérateur, mais il ne faut pas opter pour cette solution. Voilà. Pareil, je mets 400 Wh par jour, c'est une moyenne. En hiver, il consommera 300 Wh par jour. En été, il en consommera 600. Voilà, donc après, souvent, je mets bricolage parce que les gens, ils sont... on peut avoir quelques petits appareils. Alors là, c'est pas la peine d'élaborer des éléments de puissance. Enfin, vous pouvez, si vous
vous êtes sûr de la puissance des appareils que vous avez utilisés. Mais vous pouvez vous donner une base, vous dites je consommerai 400 Wh par jour en bricolage. Au bricolage ou divers, ça peut être des appareils pour faire la cuisine, un mixeur, un petit pétrin pour ceux qui font leur pain, ou des machines qui font tout. Là, vous mettez tous les ingrédients et ça fait tout. Ça s'appelle, je sais plus, mais voilà. Sûrement vous retrouverez ça à me mettre en commentaire. Voilà, donc globalement on est là-dessus. Il y a un élément qui est souvent oublié dans les dimensionnements. Quand je reprends l'installation, je m'aperçois qu'il manque d'énergie. Et en fait, ce qui n'est pas intégré, c'est le convertisseur, ce qui sert à faire l'électricité. Donc, ceux que j'installe se mettent en veille quand ils ne sont pas utilisés. Alors, sur des maisons, en général, ils n'ont pas le temps de se mettre en veille. Il y a toujours un truc qui fonctionne, mais la nuit, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Et en général, quand ils sont en veille, ils consomment 0,5 watts. Donc, je considère qu'ils ne fonctionnent pas. Par contre, quand ils ont un rendement qui est très correct, ils ont souvent une puissance de 12 watts. Et on va dire une utilisation de 18 heures par jour. Et on s'aperçoit que l'onduleur lui-même, il représente là 17% de la consommation d'énergie. Donc il faudra l'intégrer dans le dimensionnement. Si vous mettez des onduleurs pas chers, c'est pas 12 watts que ça va consommer, c'est 50. Et ça se mettra pas en veille, donc ça sera H24. Et là, votre onduleur qui produit le courant, il consomme 54% de la consommation sur ce petit projet. Donc vous voyez que c'est un petit projet qui est modeste dans son installation. Et si on met un convertisseur pas cher, ben résultat, la personne elle va pas être satisfaite, quoi. Il va falloir augmenter de manière énorme la quantité de modules photovoltaïques pour compenser le mauvais fonctionnement du convertisseur. En tout cas, le mauvais rendement du convertisseur. Donc c'est très dommage. Donc on va rester sur un appareil qui consomme 12 watts en moyenne, qui a un très bon rendement et qui peut se mettre en veille. Et là, ça reste raisonnable, 17% d'énergie, sachant que c'est un petit projet. 1,2 kWh par jour. Deuxième projet, donc là, une maison entre guillemets normale. Donc là, l'éclairage. Donc là, je reste en général sur les 400 Wh par jour. Alors, ça paraît beaucoup, mais il faut imaginer un ménage, 2, 3, 4 enfants. Il y a toujours quelque chose d'allumé, on n'a pas forcément tous entièrement lampes à LED, et à titre personnel je suis pas pour les LED partout. Pour moi il y a des usages où elles sont intéressantes, mais pas partout pour diverses raisons que j'évoquerai sûrement un jour, et sur ma chaîne Technisavoir. Je fais de la pub, j'ai aussi une chaîne Technisavoir. Ensuite, donc dans les appareils que l'on va mettre dans une maison normale, donc le réfrigérateur, donc toujours là je vais rester sur un appareil classe A+, 400 Wh par jour. Le congélateur, alors là pareil, à titre personnel, j'ai l'expérience il y a très longtemps d'avoir récupéré un congélateur, et il consommait 1,2 kWh par jour. C'était une horreur. On me l'avait donné, mais j'aurais pas du tout pu être autonome avec. Et en fait, par la suite, on a acheté un réfrigérateur classe A++, hyper isolé. Et en fait, dans les mesures que j'ai faites, il consomme 350 Wh par jour, ce qui est beaucoup plus supportable. Ensuite, on va avoir un ordinateur. Alors là, je vais partir sur un fixe. Bon, admettons, chez moi, j'ai un ordinateur un peu puissant puisque je fais du montage vidéo. C'est vrai que quand il tourne, il chauffe le bureau sans trop de problèmes. Et on va dire qu'il fonctionne 5 heures par jour parce qu'il sert quand même aussi au travail. Donc on s'aperçoit que la consommation d'un ordinateur un peu puissant est conséquente. Un ordinateur portable, parce que souvent on a un ordinateur portable. Alors là c'est moindre. Souvent ça sert moins. Ensuite, les tablettes. Alors là, c'est plus sur des recharges. Honnêtement, j'ai pas fait de mesure, mais je pense qu'on va être. Alors, si par exemple, je me dis que j'ai 2 tablettes, je note pas les tablettes, mais par exemple, je note x2. On va dire que j'ai 2 tablettes à la maison, et je vais être sur une recharge par tablette de 30 watts, donc 60 Wh par jour. Voilà. Le mixeur, donc là j'ai plus en tête les consommations.
Mais souvent, voilà, un mixeur, un petit truc qui se fait la soupe, là, de souvenir, c'est 65 watts. Et alors, un élément important à intégrer, c'est que ça va servir, admettons, 15 minutes par jour, grand maximum. Donc ça veut dire 0,25 heures. Voilà. Donc vous voyez, en termes de pourcentage, c'est pas beaucoup. Des fois, il ne faut pas s'inquiéter de la demande de certains appareils. Par exemple, l'aspirateur, qui est un élément qu'on retrouve chez la plupart des gens, puissance 1300 watts. Pareil, en réalité, faire un petit coup d'aspirateur, alors on le fait pas forcément tous les jours, ça dépend des gens. Hein. Si vous vivez en ville, c'est propre, il n'y a pas de raison. Voilà, mais on va partir sur 0,25. Alors, c'est conséquent, mais c'est pas énorme. Voilà, même s'il y a une puissance instantanée qui est importante. La puissance instantanée, là, on la prendra en compte dans la puissance de l'onduleur que l'on choisira. Cafetière électrique. Pareil, petit exemple. Bon, je sais que ça va être un peu long, mais je vous donne un peu mes expériences que j'ai. Nous, on a une cafetière électrique qui se programme pas, mais même si vous prenez une programmable, la consommation de la programmation est ridicule dans la nuit. En gros, faire une cafetière, c'est 180 Wh par cafetière. Voilà. Voilà, l'énergie par rapport à la quantité, c'est à peu près ça pour toutes les cafetières en fait. C'est une question de quantité d'eau, hein. C'est pareil pour tout le monde. Alors dans les exemples que j'ai mis, j'ai four traditionnel, alors c'est juste pour la rigolade, hein, mais on peut s'en servir en été. Nous on a un mini four qui fonctionne en été parce qu'on est en surplus d'énergie. Un élément à prendre en compte, la pompe de forage ou de surpression, parce que quand on est autonome, des fois on est aussi autonome en eau. Alors selon les éléments, c'est plus ou moins puissant, donc je vais faire une moyenne, on va dire 1000 watts, donc ça coûte moins cher en énergie. Mais on va faire simple, 1000 watts, et en fait votre pompe elle va fonctionner au total une demi-heure. En fait, une fois qu'elle a fait la pression, si c'est bien dimensionné, voilà, ça ne tourne pas en permanence. Dans une maison normale, on a un lave-linge. Quand je dis normal, je veux dire standardisé, hein, moyenné. Il n'y a pas de normalité. Hein. Tout le monde a des appareils ou ne les a pas. Hein. Ce n'est pas un jugement. Donc souvent, un lave-linge, c'est 900 Wh par lavage. On peut réduire fortement cette consommation si on branche sur l'eau chaude. Ça n'a d'intérêt que si on a un chauffe-eau solaire, évidemment, ou une chaudière. Voilà. Si, par exemple, vous en servez un jour sur deux, parce que vous êtes qu'un couple avec un enfant, voilà, vous mettez la moitié. C'est la moyenne par jour. Hein. Le lave-vaisselle, parce que c'est quand même bien confortable d'avoir un lave-vaisselle de nos jours. Donc là, par contre, c'est difficile à réduire. Hein. Même en l'alimentant en eau chaude, il faut compter 900 Wh par lavage. Quel élément d'autre on peut mettre? Ah oui, le sèche-cheveux. Des fois, ça fait peur, ça. Mais alors, c'est vrai que c'est puissant, hein, mais comme je disais tout à l'heure, certains éléments sont puissants. Hein, ça fait 1300 watts, je crois. Mais ça va servir, 5 minutes dans la journée, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Et encore, c'est une moyenne. Hein. Je parlais de l'aquarium tout à l'heure. Bon, là, je vais pas le remettre parce que c'est très peu courant malgré tout par rapport à nos maisons. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, la Livebox. Eh oui, Internet, c'est intéressant ça. La Livebox. Donc la Livebox, faut compter 12 watts, 12-15 watts. Souvent ça marche H24. Pareil, il y a des gens qui sont plus disciplinés. Moi c'est le cas maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est d'éteindre la box la nuit parce qu'elle sert à rien. C'est quand même pas négligeable. Voilà, c'est peut-être 120 Wh qui sont économisés dans la nuit, mais voilà. Si on a un dimensionnement de batterie qui est un peu limite, il faut le prendre en compte. Voilà. Par contre, Livebox, donc pour ceux qui ont des maisons plus grandes, vous avez peut-être un réseau informatique, donc vous avez un routeur. Et pareil, lui, il va consommer 12 watts. Et pareil, H24. Voilà. Pour ceux qui sont autonomes en eau, souvent, si c'est fait par un professionnel, vous avez un UV. Donc là, pareil, c'est une lampe. Sur les petits dimensionnements, je crois qu'elle fait 20 watts de souvenir. Théoriquement, ça marche H24. Donc c'est à intégrer dans votre dimensionnement. Après, il y a chaîne Hi-Fi, des modulateurs satellites, enfin plein d'éléments que là, je vais pas mettre. Mais je pense qu'avec tout ça, vous avez compris l'idée. Là, je vous ai fait une base des expériences que j'ai sur un peu chez moi, puis un peu chez mes clients.
Et toujours pareil, on intègre le fameux convertisseur. Alors je le mets à la fin souvent parce que ça fait pas partie de... Moi je fais la copie de ce que m'envoient les clients et je rajoute ça à la fin. Donc là par contre, compte tenu que c'est une maison normale, on va mettre un convertisseur un peu plus gros, donc sa consommation à vide ça sera 18 watts. Et là par contre, vu qu'il y a plein de choses, je pense qu'effectivement il peut tourner H24. Voilà. Donc là il représente plus que 6,56% du projet. Et là on a une consommation de 6,5 kWh par jour, ce qui est très raisonnable pour une maison autonome. Et qui est globalement confortable. On a de l'éclairage, on a un réfrigérateur, un congélateur, un ordinateur, un mixeur, on peut faire la cuisine, passer l'aspirateur, on a un lave-linge, un lave-vaisselle, enfin voilà. Là on est sur une maison normale et on n'a pas une consommation délirante. Voilà. Je dis ça parce que des fois je vois j'ai des demandes, les gens ils consomment, par exemple des grosses maisons, mais c'est pas la taille de la maison qui fait la consommation, on va le voir un peu plus loin, mais ils consomment 30-40 kWh par jour. Donc là, moi, je pars plutôt sur des projets de semi-autonomie. Il y a des choses que je ne mets pas en autonomie. Là, je m'aperçois, j'ai oublié un élément qui est très important, c'est l'eau chaude. Alors, l'eau chaude sanitaire, pour moi, en autonomie pure, donc je dis bien en autonomie, pas en renvoi réseau, pas en réinjection, en autoconsommation, enfin, autoconsommation, c'est l'eau chaude. Donc moi, je mets systématiquement un chauffe-eau solaire. Pour moi, c'est logique. Ça peut être au bois, chez moi, c'est au bois. La consommation de la régulation solaire, en gros, c'est 200 Wh par jour. Vous voyez, c'est 3%. Faut imaginer, juste pour rigoler, si on avait un chauffe-eau électrique, en gros, c'est 8000 Wh par jour pour la consommation pour une famille de 3-4 personnes. Donc, on voit que faire de l'eau chaude, ça a quand même un certain coût sur le projet. Voilà, donc cette fois c'est bon, on a un projet complet pour une maison qui consomme moins de 7 kWh par jour et je pense avec un certain confort moderne où on n'a pas de... Je pense pas qu'on ait de frustration. Maintenant je vais attaquer la suite d'un projet, donc là je vais laisser ces éléments là qui sont la base. Par contre je vais partir sur une maison un peu plus grosse où il y a un peu plus de monde, parce que voilà, on peut avoir une famille avec 1-2 enfants, mais ça peut être avec 4 enfants, 6 enfants, ça peut être les grands-parents sur place. Après on peut partir sur des projets d'éco-hameaux. Voilà, tous les dimensionnements sont possibles, je ne fais aucun jugement sur les besoins des gens. Voilà, donc là je pars sur une maison un tout petit peu plus grosse, avec plus d'enfants, éventuellement 2 ordinateurs. Donc là on serait à 500 watts. Voilà. Pour faire simple, avec le niveau du rendement évidemment. Ces cheveux n'ont pas changé. Aspirateur, mais mettons que la maison est plus grande, mais 25 ça nous fait un quart d'heure par jour, ça me paraît très correct. On va rajouter un tout petit peu de consommation aspirateur. Là par contre je vais intégrer, alors c'est juste pour montrer l'importance que ça prend dans des projets d'autonomie, parce qu'on me le demande de temps en temps, c'est les piscines, des choses comme ça. Donc je vous ai montré pour l'eau chaude, si on s'amusait à mettre l'eau chaude, donc c'est 8 kWh par jour en moyenne, et franchement c'est une moyenne que j'ai mesurée chez plusieurs personnes. Donc là on va rester sur un chauffe-eau solaire. Par contre si vous mettez par exemple votre piscine, donc il va tourner on va dire 18 heures, alors la puissance d'une pompe souvent c'est dans les 1500 watts, et ça tourne 18 heures par jour. Voilà pourquoi quand les gens ont une piscine, je fais pas l'autonomie chez eux. C'est pas que je peux pas le faire, mais ça consomme beaucoup. Et là, je parle même pas d'une piscine qui aurait du chauffage, ça existe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre qui consomme énormément? C'est les fours électriques. Bon là, je fais le remplacement, je vais pas le... C'est le four électrique. Alors pour des personnes qui l'utiliseraient toute l'année, ouais, on doit être dans les 1500 watts. Alors là, ça peut passer sur un onduleur en plein été si l'installation en module photovoltaïque est suffisamment grande. Mais des personnes qui feraient beaucoup de cuisson au four électrique pour des habitudes de façon de cuisiner, on peut vite avoir des consommations qui sont quand même assez conséquentes. Four micro-ondes. Alors là, par contre, le four micro-ondes, j'avais fait des mesures. Pour chauffer un café, c'est 45 watts. C'est 45 watts, 45 Wh. Voilà, c'est tout petit. C'est vrai qu'un four micro-ondes, ça peut faire... Alors là, le rendement est assez déplorable. Quand vous regardez la puissance
Je l'avais montré dans ma vidéo préambule. Ouais, ça peut faire 2000 watts de consommation. Alors par contre, ça va tourner. Alors si vous faites peu, ça va être un quart d'heure dans la journée. Donc on s'aperçoit qu'un four micro-ondes, oui, c'est puissant, donc il faut l'intégrer. Mais si c'est pas un usage de cuisson, juste du réchauffage, voilà, la consommation sur un ensemble pour une maison n'est pas délirante. Hein, on voit que le plus gros des pourcentages pour l'instant dans cette maison moderne, c'est les 2 ordinateurs. Ça consomme un ordinateur. Hein. Voilà. Mais on regarde la consommation globale, n'est pas délirante. Hein. 9 kWh par jour, c'est tout à fait raisonnable. Et oui, on a une maison vraiment confortable. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour au niveau des exemples. La vidéo va déjà être horriblement longue. Mais bon, je pense que c'est important de parler de ces expériences-là pour que vous puissiez intégrer tous les éléments. L'idée d'avoir d'avoir ce fromage là, de calculer les pourcentages, c'est de se dire bon bah il y a tel élément là, j'en ai pas besoin dans mon projet d'autonomie, ou j'en ai absolument besoin, donc je dois intégrer une production supplémentaire ou un stockage supplémentaire pour assumer. Voilà, j'ai pas mis par exemple certains appareils qui sont évidemment rarement utilisés, mais des appareils qui servent à la respiration, alors peut-être pas artificielle, mais l'aide à l'oxygénation des personnes âgées ou qui ont un handicap. Voilà, il y a plein de situations possibles. Plus on va prendre le temps de bien lister tous les appareils, pour certaines personnes qui m'ont dit waouh, je me suis rendu compte que j'avais plein d'appareils électriques. Voilà, c'est une certaine dépendance à cette technologie là, donc voilà, je pense que là ça permet de mettre en lumière pourquoi c'est important que ce soit vos besoins, vous qui soyez le point de départ, et le budget on verra ça plus tard. Voilà, ça doit être une valeur d'ajustage, mais vous vous rendez compte que si par exemple vous avez besoin de tout ça pour votre confort et pour considérer que vous êtes dans une installation agréable, si je vous dis bah non, il va falloir diviser ça par 2, diviser ça par 2, diviser ça par 2, diviser ça par 2, vous allez peut-être le faire, mais voilà, dans votre quotidien, ça sera peut-être moins agréable. On est arrivé au bout de cette vidéo, donc j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que j'aurai bien expliqué et bien transmis les informations. Si ça vous a plu, merci d'y mettre un pouce en l'air. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, merci de la partager, ça aidera... j'espère à l'évolution des énergies renouvelables et des maisons autonomes. D'ici la prochaine vidéo, donc je vous retrouve sur le Slack technique d'ici. Je dois admettre qu'il est peu actif pour le moment, mais j'espère que ça va se développer. Il y a aussi la page Facebook où je transmets des petites informations au fur et à mesure. Et depuis quelques temps, j'ai créé une page Instagram, alors qui est plus liée à ma chaîne Techni Savoir, où j'y montre plus des bricolages, mais j'y mettrai des brèves et des petites photos. Donc si ça vous dit, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram désormais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ouais, tu mets ta main là et tu t'hésites pas à cogner, hein. À cogner. Au moins que ça remonte pas, quoi. J'arrive pas le premier coup, hein. J'étais pas bon en poésie, moi. Pour attaquer les mélodies. Ça commence bien. Moi, je connais la chute. Et même ça, on peut pas le faire. Non, on peut pas le faire. Donc là, ça enregistre. Et la vidéo sur les autres trucs. Ah, ma main disparaît. On peut arrêter là. Non, on n'arrête pas. On recommence. Je déteste OpenOffice. De vos petites, alors souvent des LED. J'aurais pas dû manger des gâteaux au chocolat. Pardon. J'aurais vraiment pas dû le manger, le gâteau au chocolat. Voilà. Bon
Donc voilà, voilà. Putain, j'ai pas dit de voilà pendant toute la vidéo, c'est impressionnant. Voilà.